La ville de New York fait face à deux crises distinctes mais majeures. Comment lutter contre les effets de la montée du niveau de la mer sur la ville? Et comment gérer la demande croissante de logements alors que la population continue d'augmenter? Ainsi, voici une carte qui présente un plan ambitieux pour résoudre ces deux problèmes. Cela s'appelle le projet New Manhattan, un clin d'œil à son nom d'origine, Manhattan, donné par la tribu Lenape. Maintenant, cette idée est complètement folle. C'est l'une des idées de construction les plus ambitieuses jamais proposées pour New York ou les États-Unis. Comparer la carte actuelle de Manhattan à l'extension prévue montre que ce serait un véritable exploit d'ingénierie si cela se réalisait. Malgré les difficultés, des idées comme New Manhattan pourraient être l'option la plus essentielle à considérer si la ville de New York espère prévenir les conséquences majeures que ces deux problèmes vont engendrer et se maintenir comme la ville la plus puissante du monde. Depuis un certain temps déjà, les politiciens, urbanistes et responsables locaux de la ville travaillent sur plusieurs idées proposées pour résoudre ces problèmes. Ces problèmes se sont accumulés au fil des ans et de nombreux New-Yorkais seraient d'accord. Il est temps de créer une solution durable pour tous, bien que les méthodes employées aient causé des difficultés aux habitants et suscité des protestations à cause des dommages environnementaux aux espaces verts. Ceci a été particulièrement vrai pour le célèbre district de Manhattan, en raison de l'expansion de ses limites et parce qu'il s'agit d'une grande île accueillant une forte densité de bâtiments résidentiels et commerciaux. L'idée d'agrandir Manhattan n'est pas nouvelle, cela a déjà été fait plusieurs fois. Si vous regardez cette carte de l'expansion du sud de Manhattan de 1650 à 1980, vous pouvez voir qu'elle s'est continuellement élargie. Ou peut-être que cette vue aérienne d'une partie de la zone en 1954, comparée à 2004, peut mieux l'illustrer. Au total, bien qu'il y ait eu diverses estimations, on dit que 29% de toute la superficie de Manhattan a essentiellement été créée par remblai, ayant été commencée par nul autre que les Hollandais. Ce n'est pas surprenant, puisqu'ils sont connus pour cela, puis les Britanniques, puis les Américains ont poursuivi cette expansion. Les raisons évoquées incluent des projets comme Battery Park, autrefois avant-poste militaire britannique, aujourd'hui parc public et zone résidentielle. Manhattan a également connu des travaux de remblai pour offrir plus d'espace de construction, ainsi que des incitations économiques pour créer davantage de logements dans la région. La ville veut stopper le déclin démographique du nord de New York, jugé néfaste pour les entreprises locales. Si ces développements ont revitalisé le sud de Manhattan et soutenu l'expansion de la ville, ils ont aussi soulevé des questions sur la protection contre les conditions météorologiques extrêmes et la montée des eaux, alors que la New York City Economic Development Corporation estime que 37% du sud de Manhattan seront menacés par des raz-de-marée d'ici 2050. D'ici la fin du siècle prochain, la mer aura monté d'environ 2 mètres, submergeant une grande partie de cette zone. Toute expansion de New York sur les eaux environnantes dépend toujours de la loi sur les rivières et ports. La loi de 1899 confère au corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis l'autorité sur toute expansion urbaine dans les voies navigables à trafic commercial. La réalité pour New York est que sa population fait face à un problème nécessitant une solution plus radicale et innovante, dépassant les autorisations habituelles. Il est important de comprendre comment ces deux problèmes se sont accumulés et pourquoi. Leur résolution ne sera pas facile, mais il faut agir sans délai. Tout d'abord, New York et ses quartiers environnants sont littéralement les zones les plus densément peuplées des États-Unis. Et c'est aussi la ville américaine la plus peuplée, sans aucun signe de ralentissement. New York a toujours eu la réputation d'être l'un des centres les plus importants des États-Unis pour la finance, la culture, les médias et bien plus encore, au point même d'être qualifié de capitale du monde entier. Historiquement, c'était la destination principale des immigrants voulant refaire leur vie aux États-Unis. Même après la fin de l'époque où des millions de nouveaux arrivants étaient traités à Ellis Island, New York demeure une destination majeure pour citoyens américains et immigrants étrangers cherchant des opportunités économiques. Ainsi, en conséquence, la population de la ville n'a cessé de croître. Comme le montrent les recherches des perspectives de la population mondiale des Nations Unies, la population de la ville de New York devrait continuer à augmenter et devrait dépasser les 26 millions d'habitants d'ici 2030. Mais grâce à la géographie unique de la ville, il n'y a pas vraiment de direction précise. Les quartiers du centre-ville, comme Manhattan, peuvent s'étendre pour accueillir l'afflux de personnes, sauf au-dessus de l'eau. Le marché immobilier a beaucoup augmenté partout aux États-Unis depuis la pandémie. Et en 2022, le ratio médian entre le prix d'une maison, le loyer médian et le revenu médian a atteint 30% pour la première fois,
avec un nombre record d'Américains dépassant ce seuil. Cela a été ressenti à New York, où les prix élevés de l'immobilier et des loyers ont déjà poussé des habitants à quitter les grandes zones métropolitaines pour des endroits plus abordables. La croissance démographique de New York est freinée, car la ville construit des logements plus lentement que Chicago et Los Angeles, principalement à cause des restrictions de zonage et de la bureaucratie qui entrave les nouvelles constructions. Dans les zones où les opportunités d'emploi ont augmenté, par exemple, le taux d'emploi à New York a augmenté de 22% en 2026. Et même si cela peut sembler positif pour stimuler l'économie locale et offrir de l'emploi, le parc immobilier de la ville n'a augmenté que de 4% au cours des 13 dernières années. Cela n'aide pas non plus que beaucoup des appartements qui y sont construits soient tout simplement des logements de luxe, avec des prix exorbitants qui finissent ainsi par rester vides. Cela a provoqué à la fois une forte hausse du coût des loyers et une pénurie persistante de logements, au point qu'il n'y avait qu'un taux de vacances enregistré de 3% des logements disponibles à New York en 2023. Pour aggraver les choses, New York n'a pas seulement tardé à construire de nouveaux logements, elle perd aussi des appartements, alors que les prix du logement augmentent. Face au manque d'espace dans cette ville surpeuplée, certains résidents aisés ont fusionné plusieurs logements pour créer de grands espaces de vie. On estime qu'au moins 100 000 appartements ont été perdus à cause de ce phénomène depuis 1950. Ensuite, il y a la montée du niveau de la mer, une menace qui pourrait bien mettre en péril la survie même de New York. Ceux qui n'y ont jamais vécu n'associent pas la ville aux catastrophes naturelles ou phénomènes extrêmes, contrairement à d'autres villes comme en Floride ou au Texas. En réalité, elle est très vulnérable aux tempêtes violentes et à la montée des eaux. New York, malgré sa splendeur, n'est qu'une zone humide de basse altitude. Au cours du siècle dernier en particulier, l'impressionnant réseau de zones humides de New York a commencé à être rapidement recouvert par des routes, des parcs, des décharges et des bâtiments. Par exemple, dans l'ensemble du port de New York, plus de 17 000 acres de zones humides, qui existaient selon les estimations au milieu du 19e siècle, avaient disparu pendant l'âge d'or du capitalisme américain. Pour installer ces infrastructures et agrandir l'aéroport Kennedy, tout cela a finalement pesé sur les terrains marécageux. Les zones inondées de New York étaient autrefois des zones humides, ruisseaux ou étangs, sur lesquels la ville a été construite. Cela reste donc prévisible. Ces problèmes menacent non seulement le bien-être des citoyens de New York, mais peuvent aussi paralyser des infrastructures clés, privant les New-Yorkais d'accès lorsque routes et métros sont endommagés ou sans électricité. Lorsque l'ouragan Sandy a frappé les États-Unis en octobre 2012, il a provoqué une onde de tempête de 13 pieds dans le port de New York, qui a ensuite semé un chaos total dans toute la ville. La tempête a tué au moins 43 personnes dans le centre-ville de New York et a causé d'importants dégâts dans des quartiers majeurs comme Brooklyn et Queens, allant même jusqu'à anéantir des communautés entières sur Staten Island, au cœur du centre-ville de Manhattan où se trouvent de nombreuses opérations financières de New York. La tempête a causé de graves inondations et des coupures, plongeant la ville dans l'obscurité et privant de nombreux foyers d'électricité et d'eau potable. Les stations de métro et les principaux tunnels routiers vers Manhattan ont été inondés, coûtant à la ville près de 19 milliards de dollars en réparation, et a forcé la bourse de New York à fermer pendant 2 jours, paralysant ainsi l'économie locale. Ce que Sandy a finalement révélé, c'est que les mesures de défense contre les tempêtes existantes n'étaient pas à la hauteur pour protéger la ville, et cela remonte à plus de 10 ans. Depuis, peu de choses ont changé. L'ouragan Sandy n'était pas un cas isolé. En août 2021, la tempête Henri et l'ouragan Ida ont provoqué de fortes pluies à New York, ravivant la crainte qu'un ouragan violent comme Sandy ne se reproduise, potentiellement plus intense. En fait, des experts en environnement et en catastrophes naturelles surveillent de près les effets que les futures conditions météorologiques extrêmes pourraient avoir sur New York. Certaines de leurs découvertes sont particulièrement inquiétantes, révélant les défauts de conception dans la manière dont certaines parties de la ville ont été construites et pourquoi. Des solutions urgentes seront nécessaires pour remédier à cela. Par exemple, lorsque l'ouragan Sandy a frappé New York, la montée des eaux s'est engouffrée depuis le port dans ces zones historiques situées en contrebas dont je parlais. Mais les chenaux de marée et vasières, qui absorbaient la montée des eaux, ont disparu, remplacés par des bâtiments et des rues en béton. Sans exutoire naturel pour l'eau, la science a montré qu'elle va simplement inonder les rues et continuer à causer des dégâts, au point que ces zones deviennent dangereuses pour y vivre et y travailler. En tenant compte du littoral bas de Manhattan, l'île est non seulement au bord de l'eau, mais il y a souvent très peu d'espace entre le rivage et les bâtiments. Les experts ont prédit que d'ici les années 2040, la montée des marées et du niveau de la mer, combinée à des tempêtes violentes, commencera à inonder les rues, les bâtiments, des maisons entières et les stations de métro, à moins que des mesures de protection contre les intempéries ne soient mises en place.
D'ici la fin du siècle, les marées et inondations pourraient submerger 3 pâtés de maisons jusqu'à Pearl Street, touchant de nombreux quartiers commerciaux et financiers de New York. Si rien ne change, d'énormes dégâts économiques surviendront, mettant en péril la réputation de la ville parmi les plus importantes du monde et la légitimité d'accueillir des institutions financières et commerciales américaines si leur sécurité n'est pas assurée. Mais s'il y a eu un effet positif à la dévastation de l'ouragan Sandy, c'est celui-ci. La ville de New York et le gouvernement américain ont tous deux commencé à mettre en place des plans pour protéger le statut de la ville et assurer la sécurité de ses habitants face aux catastrophes naturelles. Moins d'1 an après l'ouragan Sandy, l'administration Obama a lancé Rebuild by Design pour diriger les fonds fédéraux et la recherche vers la reconstruction des zones vulnérables de la ville, pour protéger les ressources économiques de New York des tempêtes et moderniser les infrastructures et espaces de vie. En 2019, le gouvernement local de New York a investi environ 900 millions de dollars dans des projets pour protéger Manhattan, dans le cadre de l'étude sur la résilience climatique du sud de Manhattan. L'étude visait à réaliser une vaste évaluation des risques, à mettre en évidence les points les plus vulnérables de la ville et à proposer les mesures pouvant être prises pour les protéger. L'étude a identifié des solutions pour protéger plus de 70% du littoral de Manhattan, malgré la difficulté à sécuriser les zones autour de Battery et du pont de Brooklyn, qui nécessitent des études supplémentaires. Parmi les 4 projets clés proposés, celui de résilience côtière de Battery Park City vise à améliorer le drainage pour éviter l'accumulation d'eau lors d'inondations. Le projet de résilience côtière de Battery vise à rehausser le littoral tout en préservant le caractère historique du parc. La 3e protège la zone près du pont de Brooklyn, appelé projet de résilience côtière Brooklyn Bridge Montgomery. Elle combine des murs anti-inondation permanents et des portes anti-crues qui restent dissimulées en conditions météorologiques normales. Elle se relève lors de tempêtes côtières pour former une barrière continue contre les inondations, à l'image du système MOSE de Venise. La 4e proposition, nommée Projet de résilience côtière du port maritime, vise à protéger le port de New York, identifié comme l'une des zones les plus vulnérables de la ville. En raison de sa faible élévation, la zone autour du port serait rehaussée de 1,5 mètres avec de nouveaux chemins pour piétons et cyclistes. Mais d'autres propositions sont allées encore plus loin et ont préconisé des solutions plus drastiques pour protéger la ville de New York. L'une d'elles a été imaginée par le département du logement et du développement urbain, qu'ils ont appelé le Big U. Ce projet proposait essentiellement d'entourer Manhattan de ce qu'on appelle des digues, des masses de terre surélevées et des rivages artificiels. Ces digues seraient recouvertes d'espaces verts tolérants au sel afin de protéger Manhattan contre la montée des eaux et les tempêtes, tout en offrant au public davantage d'espaces de loisirs. Le projet viserait non seulement Manhattan, mais inclurait aussi une digue près de Staten Island pour la protéger des inondations. Cependant, la mise en œuvre du Big U a suscité des controverses à New York et le projet n'a pas suivi le plan initial sur décision des autorités locales. Le projet Big U perturberait un tronçon d'autoroute à proximité et pourrait endommager une ligne électrique souterraine qui passe près de l'endroit où le projet est en cours de développement, à moins que des modifications ne soient apportées à la conception. Le maire de New York de l'époque, Bill de Blasio, a choisi un autre plan et décidé de surélever le parc de 2,5 mètres pour en faire une défense contre la mer. Mais la communication publique autour du projet s'est avérée médiocre, et bientôt les habitants ont commencé à se plaindre du bruit et des perturbations causées par le projet, alors que les pelleteuses et les grues arrivaient pour démolir le parc existant. Sans parler du fait qu'en arrachant la moitié du parc pour le surélever, on supprimait des arbres et des espaces verts. Ce n'était pas du tout une décision populaire, et très vite, de nombreux habitants du quartier ont demandé l'arrêt total du projet. Malgré ces problèmes de communication, l'objectif reste de finir ce projet d'ici 2026. Cependant, le Big U apparaît surtout comme une solution provisoire. Ça pourrait marcher, mais c'est conçu pour protéger la ville contre la montée du niveau de la mer prévue avant 2050, ce qui pourrait les rendre obsolètes après quelques décennies. Aucune de ces solutions ne résout vraiment la pénurie de logements à Manhattan. Cela pourrait être résolu par une meilleure utilisation des terrains existants et une refonte du transport ferroviaire, facilitant l'accès à Manhattan depuis les quartiers extérieurs et surtout le nord du New Jersey. Avoir plus d'accès pour traverser l'Hudson que 2 petits tunnels vers Penn Station serait idéal, vu tous les terrains sous-utilisés tout près, juste après le comté de Hudson. Proposer de meilleurs transports pour permettre de vivre plus loin, avec des loyers plus bas et des trajets raisonnables, aiderait à résoudre cette crise, mais cela ne semble jamais envisagé. Cela m'amène donc finalement à l'autre grand projet proposé, ce qui me ramène au nouveau projet Mannahatta. Maintenant, la faisabilité de cela, et franchement, les chances réelles que ce plan insensé aboutisse sont assez faibles pour plusieurs raisons.
Mais ça ne coûte rien d'y jeter un œil d'abord. Proposé par l'économiste Jason Barr dans un article de 2022 pour le New York Times, l'idée s'inspire de projets similaires menés à Hong Kong et aux Pays-Bas, confrontés aux mêmes défis. Dans ces pays, des terres ont été créées sur la mer pour fournir de l'espace de vie et lutter contre la montée des eaux. Le projet Mannahatta viserait à protéger le quartier financier de Manhattan, en érigeant une barrière surélevée avec un anneau de zones humides autour de l'île, servant de protection naturelle contre les tempêtes et l'intrusion de l'eau. Et contrairement aux autres propositions, New Mannahatta vise non seulement à apporter une réponse à la montée du niveau de la mer, mais aussi à ajouter de la valeur à la ville dans son ensemble. S'il est mené à bien, ce projet augmenterait la superficie de l'île de Manhattan de 1760 acres, en ajoutant des zones humides artificielles au sud, dans le port de New York, et en intégrant Governor's Island à la nouvelle masse terrestre. La nouvelle terre débuterait à l'est près du pont de Manhattan, s'étendrait vers le sud près de Red Hook, puis remonterait au nord le long de l'Hudson, au-delà de Battery Park. Même si l'on affirme que cette terre accueillerait 187 000 logements pour 250 000 New-Yorkais de tout revenu, il est probable que la majorité soit en fait des appartements de luxe. Peut-être suis-je pessimiste, mais les logements seraient calqués sur l'Upper West Side, réputé pour sa densité élevée. La proposition Mannahatta permettrait aussi d'étendre le métro de New York avec des prolongements et de nouvelles stations. Les lignes de métro 1 qui part de Financial District et la ligne de métro G depuis Brooklyn pour la relier au reste de la ville. Les partisans ont affirmé que, malgré son coût, le projet augmenterait les recettes fiscales et pourrait s'autofinancer. Vous vous en souvenez? Actuellement, un acre de terrain à Manhattan a une valeur d'environ 85 000 $, ce qui ferait que la valeur foncière de New Mannahatta vaudrait environ 150 millions de dollars. Selon Barr, environ 1,4 milliard de dollars de recettes fiscales immobilières seraient générées grâce au projet. C'est certainement un plan ambitieux qui pourrait résoudre certains des problèmes auxquels la ville est confrontée. Mais comme les autres idées de projet, il ne serait pas sans inconvénients potentiels et critiques. Comme pour le problème auquel sont confrontés les projets de construction existants, toute extension de Manhattan devrait prendre en compte le fait qu'elle perturbera et sera construite autour des infrastructures déjà en place, tout en se heurtant à la bureaucratie gouvernementale et aux restrictions. Par exemple, la loi Jones interdit aux navires étrangers de draguer le port de New York dans la baie de l'Hudson. Barr a admis que les entreprises américaines n'ont pas les capacités de dragage des sociétés européennes et qu'autoriser une entreprise européenne à participer accélérerait la réalisation du projet. Mais la loi ne le permet que si le gouvernement américain et les autorités locales acceptent de la modifier. Les critiques notent aussi que les plans de la nouvelle Mannahatta ne précisent pas encore la hauteur ni la surface des zones humides surélevées. Certains se demandent pourquoi un quartier résidentiel dense servirait à protéger le quartier financier et la bourse de Manhattan, où peu d'habitants résident. Réaliser un projet d'une telle envergure en si peu de temps serait aussi impossible. Les partisans de New Mannahatta affirmaient qu'avec une bonne planification et une action rapide, on pourrait aménager ces terres en 20 ans, ajoutant des logements au fur et à mesure de l'extension de Manhattan. Cela protégerait cette zone de New York et augmenterait rapidement l'offre de logements en période de pénurie. Quels que soient les défis du projet New Mannahatta, New York doit admettre qu'il faut changer aujourd'hui pour préserver son statut. La poldérisation a déjà fait ses preuves, mais la ville des rêves osera-t-elle recommencer aussi spectaculairement? Merci de votre attention.